Ma grand-mère m'a offert son entreprise de 300 millions de dollars, mais mon beau-père en a pris le contrôle. Puis, ma grand-mère a fait ça. Mon nom est Ethan Parker, j'ai 20 ans, et le jour de mon anniversaire, ma grand-mère m'a donné une chance d'abattre mon nouveau beau-père, qui essayait de voler l'entreprise de 300 millions de dollars de l'intérieur. Avant de vous raconter comment un étudiant de deuxième année s'est retrouvé face à un escroc professionnel dans une salle de réunion d'entreprise, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours sympa de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Tout a commencé le jour qui était censé être une célébration, mon 20e anniversaire, mais honnêtement, je n'avais pas envie de célébrer grand-chose depuis un moment, pas depuis que mon monde avait été retourné sens dessus-dessous, pas depuis que mon père, Frank, avait été systématiquement effacé de nos vies. Ma mère, Kelly, s'était remariée avec une rapidité qui me faisait encore l'effet d'un coup de fouet. Son nouveau mari, Paul Reynolds, était son ancien professeur de tennis. Il était tout charisme et sourire, avec un sourire qui apparaissait rapidement mais ne semblait jamais avoir de véritable chaleur derrière. Il avait emménagé dans notre maison, la maison que mon père avait aidé à entretenir, la maison que l'entreprise de ma grand-mère payait, et avait immédiatement commencé à agir comme s'il était le roi du château. Ce soir-là, après que le petit gâteau triste que ma mère avait acheté à contre-cœur fut mangé et que les faux sourires s'estompèrent, ma grand-mère, Eleanor Winters, me demanda de la rejoindre dans le bureau. Eleanor n'est pas votre grand-mère typique. Elle mesure 1,63 m mais se porte comme une géante. Elle n'a pas construit un empire de produits de nettoyage de 300 millions de dollars à partir d'une seule laverie en faisant des biscuits et en tricotant des pulls. Elle est vive, dure comme des clous, et elle voit tout. Le bureau était son sanctuaire, rempli du parfum de vieux livres et de cire au citron, un lieu de pouvoir silencieux. Elle ferma la lourde porte de chêne, et le son du rire aigu de ma mère à quelque chose que Paul avait dit fut instantanément étouffé. Ce son était devenu comme des ongles sur un tableau noir pour moi. Ethan, commença Eleanor, sa voix calme mais portant un poids indéniable. Nous n'allons plus faire semblant. Je sais que tu vois ce qui se passe dans cette famille, dans mon entreprise. Je hochai simplement la tête, ma gorge se serrant. L'admettre à voix haute semblait une trahison, même si c'était la vérité. Paul n'est pas juste un charmant professeur de tennis, continua-t-elle, son regard inébranlable. C'est un parasite, très intelligent. Il s'est accroché à ta mère, et par extension, à mon entreprise. Il place ses propres gens à des postes clés, évinçant des employés loyaux qui ont travaillé avec ton père pendant des années. Il pense que je ne suis qu'une vieille folle qui signe des chèques et ne lit pas les rapports. Elle fit glisser un épais dossier relié en cuir sur son bureau poli. Il fit un son solide et définitif en s'arrêtant devant moi. Je ne te donne pas l'entreprise, Ethan. Ce serait stupide, et je ne suis pas stupide. Je te donne quelque chose de bien plus précieux. Une chance. Une arme. Avec des mains tremblantes, j'ouvris le dossier. À l'intérieur, sur le papier à en-tête officiel de l'entreprise, se trouvait un document. C'était une lettre formelle de nomination. Moi, Ethan Parker, j'étais maintenant l'assistant spécial du PDG. C'était un titre vague, mais il venait avec quelque chose d'incroyablement spécifique et puissant. L'autorisation de sécurité niveau 7. L'accès à tous les rapports départementaux, audits internes, dossiers du personnel, finances, tout sauf les procès-verbaux privés du conseil. Ta mère est aveuglée par lui, dit Eleanor, et pendant un moment fugace, je vis un éclair de douleur profonde dans ses yeux avant qu'il ne soit remplacé par de l'acier durci. Elle le laisse se déchaîner. Je veux que tu entres là-dedans. Je veux que tu sois mes yeux et mes oreilles. Je veux que tu découvres exactement ce qu'il fait. Je veux que tu trouves la preuve dont j'ai besoin pour le couper de nos vies comme le cancer qu'il est. Prouve-moi que tu peux protéger l'héritage de cette famille, dit-elle, sa voix baissant presque à un murmure, mais chaque mot était rempli d'intensité. Prouve que tu as l'épine dorsale qu'avait ton père et l'esprit que je sais que tu possèdes. Fais cela et le fauteuil de PDG sera à toi. Toute l'entreprise. Mais tu dois le mériter. Tu dois le gagner. Je regardais la lettre, l'encre noire contrastant avec le papier crème. Mon nom. Mon nouveau titre. Ce n'était pas un cadeau. C'était une déclaration de guerre. Et moi, un étudiant de 20 ans qui me sentait plus comme un enfant perdu, j'étais son soldat choisi. J'étais terrifié, mon estomac se nouant d'anxiété. Mais sous la peur, pour la première fois en moi, je sentis une étincelle de quelque chose d'autre, quelque chose que j'avais oublié avoir. Un but? Le poids de ce défi se posa sur mes épaules, lourd et réel. Ma vie était sur le point de changer pour toujours. Je fermai le dossier. Quand est-ce que je commence? Le lundi après mon anniversaire ressemblait à entrer dans une réalité différente. Je traversais les portes de verre du siège social de Winterbright, un bâtiment que je connaissais toute ma vie. Mais je me sentais comme un étranger, un infiltré. J'avais passé des étés ici enfant, faisant des photocopies et apportant du café, regardant mon père, Frank, gérer l'usine principale.
Il était respecté, même aimé par les gens qui travaillaient pour lui. Son ancien bureau, une suite d'angles avec une vue panoramique sur l'atelier, était maintenant occupé par un des sbires de Paul, un type glissant nommé Greg Hoffman qui utilisait trop de gel pour cheveux. Le voir dans la chaise de mon père, les pieds sur le bureau, envoya une décharge de pure colère à travers moi. C'était un feu dans mon ventre qui brûla une partie de la peur. Mon nouveau bureau était un cubicle beige sans fenêtre, caché dans le labyrinthique département financier. Il sentait le café rassis et le nettoyant pour moquette industrielle. Mais je m'en fichais. Il avait un ordinateur avec accès réseau, un téléphone, et un classeur verrouillable. C'était ma base d'opération. Pendant les 2 premières semaines, je jouais parfaitement le rôle du petit-fils sans indice du fondateur. J'exécutais des rapports sans importance pour des cadres juniors. J'appris comment réparer le bourrage papier dans la photocopieuse géante. Je participais à des réunions marketing, hochant la tête et ne disant rien. J'étais un fantôme en polo, et c'est exactement ce que je voulais. Paul m'apercevait occasionnellement dans les couloirs et me donnait une tape condescendante sur l'épaule. Content de te voir apprendre les ficelles, gamin, disait-il avec ce sourire plastique. C'est beaucoup plus compliqué que tes manuels, hein? Il pensait que j'étais un imbécile inoffensif. Il n'avait aucune idée que j'observais chacun de ses mouvements, mémorisant les noms de ses nouvelles recrues, cartographiant son réseau d'alliés. Le volume de données était un raz-de-marée. État financier, facture de chaîne d'approvisionnement, registre de paie, budgets départementaux. C'était une montagne de papier numérique, et j'avais l'impression de devoir l'escalader avec une cuillère à café. Ma spécialisation en commerce me donna un vocabulaire de base, mais c'était une langue étrangère. Je me noyais. C'est là que Maya Chat entra en scène. Je connaissais Maya de mon cours avancé de finance d'entreprise. Elle était brillante, mais d'une manière discrète et modeste. Alors que le reste d'entre nous luttait pour saisir les dérivés complexes, elle serait celle qui lèverait la main et poserait une question si perspicace qu'elle ferait que le professeur s'arrête et dise « C'est un excellent point, mademoiselle Chat ». Elle avait cette intensité focalisée sur elle, un esprit qui pouvait couper à travers le bruit. Un soir, j'étais à la bibliothèque universitaire. La table autour de moi était jonchée d'impressions de Winterbright, ma tête douloureuse d'avoir fixé des feuilles de calcul pendant 6 heures d'affilée. Les lumières fluorescentes bourdonnaient, et je sentis une vague de désespoir me submerger. Peut-être que ma grand-mère avait tort. Peut-être que je ne pouvais pas faire ça. On dirait que tu essaies de résoudre la faim dans le monde avec une calculatrice, dit une voix douce. Je levai les yeux. C'était Maya tenant une pile de livres. Elle offrit un petit sourire sympathique. J'ai dû paraître aussi désespéré que je me sentais, parce que je n'ai même pas essayé de faire le cool. Je l'ai juste craché. Pire, j'essaie de comprendre si l'entreprise de ma famille est volée de l'intérieur. Je ne donnais pas de nom ou de détails, mais j'exposais la situation générale. Je lui dis que je soupçonnais un cadre supérieur de truquer les livres, cachant des dépenses personnelles massives sous le couvert de dépenses d'entreprise. Je m'attendais à ce qu'elle trouve une excuse polie et s'en aille. Qui veut s'impliquer dans ce genre de désordre? Mais au lieu de cela, ses yeux s'illuminèrent d'une curiosité intellectuelle familière. Elle tira une chaise. « Laisse-moi voir, dit-elle. » Pendant les 3 semaines suivantes, Maya devint mon arme secrète, ma co-conspiratrice. Nous nous rencontrions à la bibliothèque après nos cours, alimentés par du café de distributeur et un sens partagé du but. Nous restions jusqu'à ce que le garde de sécurité vienne nous expulser à 2 heures du matin. Elle m'apprit comment lire un bilan non seulement pour ceux qui étaient là, mais pour ceux qui n'étaient pas là. Elle me montra comment croiser les factures avec les manifestes d'expédition, comment repérer les employés fantômes dans la paix. Elle était un prodige de comptabilité médico-légale en devenir. C'est comme un tour de magie, me dit-elle un soir, surlignant une rangée de chiffres sur son portable. Le travail d'un escroc est de te faire regarder sa main droite pour que tu ne vois pas ce que fait sa main gauche. Nous ne regardons pas les grands projets flashy dont il se vante. Nous regardons dans les marges. Nous cherchons les trucs ennuyeux auxquels personne ne fait attention. Nous fouillons dans un rapport de dépenses consolidé du 3e trimestre quand nous l'avons finalement trouvé. C'était sous la catégorie la plus ennuyeuse imaginable, frais généraux et administratifs. Sous-catégorie, frais de consultation professionnelle. La plupart des consultants listés étaient des firmes établies avec lesquelles Winterbright avait travaillé pendant des années. Mais il y avait une nouvelle entrée, une entreprise dont je n'avais jamais entendu parler. Reynolds et Associés. Le nom me frappa comme un coup physique. Reynolds. Le nom de famille de Paul. C'était si arrogant, si flagrant. Il se cachait en pleine vue. Les paiements avaient commencé 6 mois plus tôt, juste après que Paul ait solidifié son pouvoir. Un montant fixe de 50 000 $ par mois. Pourquoi? La description de leur service était juste 2 mots de jargon d'entreprise sans signification, développement commercial stratégique. Il n'y a pas d'esquisse de projet attaché, murmura Maya, son doigt traçant la ligne sur l'écran.
Pas de métrique de performance, pas de révision trimestrielle, pas d'information de contact au-delà d'une boîte postale au Delaware. C'est une société coquille classique, Ethan. C'est le pipeline qu'il utilise pour siphonner l'argent de l'entreprise. Mon cœur battait si fort contre mes côtes que je pensais qu'elle pouvait l'entendre. C'était ça. C'était le fil dont elle avait parlé. Mais ce n'était pas encore une arme fumante. C'était suspect comme l'enfer, mais ce n'était pas une preuve définitive d'un crime. J'avais besoin d'en savoir plus. Et il n'y avait qu'une personne qui aurait pu voir le début de ce manuel. Une personne qui connaissait le jeu de Paul avant quiconque. Mon père. La pensée de l'appeler envoya une vague de honte et d'anxiété à travers moi. Après le divorce, il avait juste disparu. Il avait déménagé dans un petit appartement triste de l'autre côté de la ville et pris un emploi de consulting de bas niveau dans une petite firme. Il payait sa pension alimentaire à temps. Il envoyait des cartes d'anniversaire avec de l'argent glissé dedans. Mais l'homme vibrant et confiant que je connaissais avait été remplacé par un fantôme. Ma mère avait été si convaincante dans son portrait de lui comme le méchant, le tricheur, celui qui nous avait abandonnés, qu'une partie de moi, la partie adolescente en colère et blessée, l'avait cru. Nous n'avions pas eu de vraie conversation depuis presque un an. Ma main trembla en faisant défiler mes contacts et en trouvant son nom. Il fallut 3 longues sonneries avant qu'il réponde. Sa voix était fatiguée, hésitante. « Ethan ? Papa, dis-je, ma propre voix se cassant plus que je ne le voulais. Est-ce qu'on peut se rencontrer ? J'ai besoin de te demander quelque chose. Quelque chose sur ton ancien travail. » Nous nous rencontrâmes dans un petit restaurant graisseux à mi-chemin entre son appartement et mon campus. L'endroit sentait le vieux café et la graisse de bacon. Il paraissait plus vieux, plus usé que je ne me souvenais. Il y avait de nouvelles rides gravées autour de ses yeux. Il remuait juste son café, créant un petit tourbillon dans la tasse, évitant mon regard. Le silence entre nous était lourd de mots non dits, d'une année de douleur et de malentendus. « Alors de quoi s'agit-il, fiston » demanda-t-il finalement, sa voix basse. Je pris une profonde inspiration et fis glisser une serviette pliée sur la table en vinyle collante. J'avais écrit une chose dessus, Reynolds et Associés. Il se figea. Sa cuillère s'arrêta de remuer. Il leva lentement, très lentement, les yeux de la serviette vers mon visage, et pour la première fois depuis le divorce, je vis quelque chose d'autre que de la tristesse dans ses yeux. Je vis un éclair de l'ancien feu. Je vis la colère qu'il avait été forcé d'enterrer si longtemps. « Où as-tu vu ce nom » demanda-t-il, sa voix un grondement bas. « C'est dans les livres de l'entreprise. Ils reçoivent des frais de consultation. 50 000 par mois pendant les 6 derniers mois. » Un rire amer et sans humour s'échappa de ses lèvres. Il se pencha en arrière dans la cabine, secouant la tête. Bien sûr. Bien sûr que c'est le cas. C'est son manuel. Et puis le barrage se brisa. Pendant l'heure suivante, mon père me dit tout. Il ne cherchait pas d'excuses. Il énonçait juste les faits. Il me raconta comment il avait d'abord eu des soupçons sur les cours de tennis nocturnes de ma mère. Comment il avait trouvé les textos entre elle et Paul, pas seulement flirteurs mais stratégiques. Paul l'entraînait, lui disant quoi dire pour provoquer mon père, comment le présenter comme contrôlant et émotionnellement distant. Il l'a préparé à me voir comme l'ennemi, dit mon père, sa voix brute. Quand je l'ai finalement confrontée avec les textos, elle ne l'a même pas nié. Ethan, elle a tout retourné contre moi. Elle a dit que j'étais négligent, que j'étais un échec, que je l'empêchais d'atteindre son vrai potentiel. Elle m'a crié dessus, là dans notre chambre, m'a dit que je n'étais rien qu'un employé glorifié dans l'entreprise de sa mère. Elle utilisait mon travail, la chose même que je faisais pour subvenir aux besoins de notre famille, comme une arme pour m'humilier. Elle m'a fait me sentir inutile. Il me raconta la pire nuit de sa vie. Après une dispute particulièrement brutale, il avait quitté la maison juste pour respirer, pour s'éloigner du venin. Il était allé dans un bar. Il s'était saoulé, quelque chose qu'il faisait rarement. Une femme avait commencé à lui parler. Il était dévasté, seul, vulnérable, et il fit une erreur stupide et terrible. Une seule erreur dans un mariage de 20 ans. Une aventure d'un soir. 2 jours plus tard, continua mon père, sa voix épaisse de honte, ta mère m'a confronté. Elle savait tout. Le nom du bar, l'heure à laquelle j'étais parti, même le prénom de la femme. Un ami à elle, Marcus Webb, m'avait vu là-bas et l'avait appelé immédiatement. C'était l'arme parfaite, et elle avait hâte de l'utiliser. Elle m'a dit que si je me battais contre le divorce, si j'essayais de dire à quelqu'un, y compris ta grand-mère, ce qu'elle faisait vraiment, elle l'utiliserait pour me détruire. Elle a juré qu'elle s'assurerait que je ne vous revoie plus jamais, toi ou Oliver. Mon monde entier bascula sur son axe. Le récit que ma mère avait si soigneusement élaboré, celui que j'avais réticemment accepté, était une fabrication complète et totale. Mon père ne nous avait pas quittés.
Il avait été acculé, fait chanter et systématiquement brisé. J'ai abandonné, Ethan, confessa-t-il, et maintenant les larmes qu'il avait retenues coulaient sur son visage. Je l'ai laissé gagner. J'ai signé tous les papiers que son avocat a mis devant moi. J'ai abandonné la maison, mes économies. J'ai tout abandonné pour m'assurer qu'elle ne vous emmènerait pas complètement loin de moi. Je pensais que je vous protégeais. Je tendis la main à travers la table et posai ma main sur la sienne, qui était mince et froide. Elle ne t'a pas seulement poussé dehors, papa, dis-je, ma propre colère a un œuf froid et dur dans mon estomac. Elle t'a remplacé par l'homme même qui l'a aidé à le faire, et maintenant il vole grand-mère jusqu'aux os. Je lui racontai tout sur le défi de ma grand-mère, mon nouveau rôle, la société coquille que Maya et moi avions trouvée. Il écouta, et pendant que je parlais, je vis le feu revenir lentement dans ses yeux. L'homme brisé était remplacé par le gestionnaire déterminé dont je me souvenais. Il est arrogant, dit mon père, sa voix plus forte maintenant, pensant que son propre nom de famille était une cachette intelligente. Ce sera sa chute, mais ne confonds pas arrogance avec stupidité. Ces traces seront couvertes de 6 façons différentes. Tu vas avoir besoin de plus qu'un simple nom d'entreprise. Nous quittâmes le restaurant ce jour-là en équipe. Le gouffre entre nous, creusé par les mensonges de ma mère, avait été comblé par la vérité. Nous avions une route longue et laide devant nous, mais pour la première fois en un an, nous étions du même côté, combattant le même ennemi. En m'éloignant, je sus que ce n'était plus seulement pour protéger l'entreprise de ma grand-mère. C'était pour obtenir justice pour mon père. C'était pour récupérer notre famille, et je n'échouerai pas. Je ne le décevrai plus jamais. La confession de mon père changea toute la composition chimique de ma colère. Ce n'était plus un vague sentiment d'injustice. C'était une rage blanche, chaude et focalisée. Ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était une campagne délibérée et cruelle pour démanteler la vie d'un homme bon et empoisonner sa relation avec ses fils. Paul n'était pas seulement un voleur. Il était l'architecte de la ruine de ma famille, et ma mère avait été sa complice volontaire. Armé de cette terrible vérité, je retournai au travail avec un nouveau sens de résolution presque dangereux. Je ne cherchais plus seulement des écarts financiers. Je cherchais une arme. Paul a dû sentir le changement en moi. Peut-être que je n'étais pas aussi bon à cacher mon mépris que je le pensais. Ou peut-être que ma mère, à sa manière toxique, s'est plainte à lui que je fouinais et posais trop de questions. Quelle qu'en soit la raison, les murs commencèrent à se dresser. L'accès ouvert que ma grand-mère m'avait accordé commença à se restreindre discrètement et systématiquement. Soudain, certains dossiers financiers sur le serveur de l'entreprise nécessitaient un nouveau niveau d'autorisation administrative. Un niveau que je n'avais commodément pas. Un email de l'informatique m'informa d'une mise à niveau de sécurité à l'échelle du système. Je savais exactement qui était derrière ça. Des employés clés qui étaient avec l'entreprise depuis des décennies, des gens qui étaient loyaux à mon père et ma grand-mère, étaient soudainement réorganisés. Dave Henderson, le chef de logistique et un des vieux copains de pêche de mon père, fut abruptement envoyé sur un projet spécial de 3 mois pour auditer nos centres de distribution du Midwest. Maria, l'ancienne assistante de mon père qui avait toujours été gentille avec moi, fut transférée à un poste de saisie de données sans issue au sous-sol. Paul m'isolait, coupait mes sources, et il utilisait l'autorité de ma mère en tant que fille du PDG pour le faire. La confrontation que j'avais redoutée, celle que je savais inévitable, arriva finalement un dimanche soir gris et pluvieux. J'étais chez ma grand-mère, étalé sur le sol de son bureau avec des impressions de l'entreprise, essayant de trouver un autre moyen d'entrer. Ma mère et Paul passèrent à l'improviste, une tactique qu'ils avaient commencé à utiliser pour nous maintenir déséquilibrés. Nous devons parler, Ethan, dit ma mère, sa voix tranchante en entrant dans le bureau sans frapper. Paul se tenait derrière elle, un pas à sa gauche, une posture qui était censée paraître supportive mais qui était vraiment pour projeter le pouvoir. Ses bras étaient croisés, un regard suffisant et connaisseur sur son visage. « Qu'est-ce que j'entends sur toi qui dérange Dave Henderson avant qu'il parte ?» demanda-t-elle, sautant toute prétence de salutation. Sa femme m'a appelé, a dit que tu lui posais beaucoup de questions étranges sur les manifestes d'expédition. Je fais juste le travail que grand-mère m'a donné, dis-je calmement, gardant mes yeux fixés sur elle, refusant de donner à Paul la satisfaction de le reconnaître. J'essaie de comprendre l'entreprise de bas en haut. Le travail était d'apprendre l'entreprise, Ethan, pas de harceler notre personnel senior et de gêner. Elle répliqua, sa voix montant. Paul fait des progrès incroyables, rationalisant les opérations, et tu cours partout en agissant comme un détective, minant son autorité. Je questionne un paiement mensuel de 50 000 $ à une entreprise sans employés et sans adresse physique, ripostai-je. Ma propre voix montant pour égaler la sienne. Ce n'est pas miné, maman. C'est ce qu'on appelle la diligence raisonnable. La couleur disparut de son visage. Je la vis jeter un coup d'œil rapide et paniqué à Paul. L'expression suffisante de Paul se durcit en quelque chose de plus dur. Il fit un pas en avant, prenant le contrôle de la conversation.
C'est un partenariat stratégique que je développe, dit-il doucement, sa voix un ronronnement condescendant. C'est de la recherche M&A de haut niveau, Ethan, un peu au-delà de ton niveau actuel. Tu devrais te concentrer sur les bases, peut-être apprendre comment fonctionne la photocopieuse d'abord. Alors explique-moi, le défiai-je, me levant pour lui faire face. Quelle est la stratégie? Qui sont les cibles d'acquisition? J'apprends vite. Assez, cria ma mère, sa voix stridente et laide. Je ne permettrai pas que tu manques de respect à Paul dans cette maison. Il est mon mari. Il essaie de réparer le désordre que ton père a laissé derrière, et il fait ce qui est le mieux pour cette entreprise et pour cette famille. Tu es un morveux ingrat, arrogant et fouineur. Tout ce que tu as, tes frais de scolarité, la voiture que tu conduis, le toit au-dessus de ta tête, c'est grâce à moi, grâce à cette famille. Tu vas arrêter ces bêtises immédiatement, ou je te jure que tu seras dans la rue. L'hypocrisie pure et époustouflante de tous a été suffocante. Tout ce que j'ai? Tu as essayé de me virer de ma propre maison il y a moins d'1 an. Tu as forcé papa dehors avec un mensonge et tu as emménagé cet escroc, et tu oses me parler d'être reconnaissant. Sa main vola avant même que je la voie venir. La gifle fut nette et forte dans la pièce silencieuse, ça piquait, mais le choc était pire. La piqûre sur ma joue n'était rien comparée à la douleur écrasante dans ma poitrine. Ma propre mère. Comment oses-tu, siffla-t-elle, son visage tordu par une rage qui semblait venir d'un lieu d'insécurité profonde et noir. Ton père est un perdant pathétique et tricheur qui a abandonné sa famille parce qu'il était trop faible pour gérer une vraie femme. Paul a été plus un père pour Oliver l'année dernière que Frank ne l'a été les 5 dernières. Tu ne parleras pas de ton père en ma présence, et tu montreras à mon mari le respect qu'il mérite. C'est alors que ma grand-mère, qui avait été silencieuse jusqu'alors, debout près de la porte comme une statue, bougea finalement. Ça suffit, Kelly, dit Eleanor. Sa voix n'était pas forte, mais elle coupa l'air rempli de haine comme une lame de rasoir et arrêta tout le monde net. Tu ne parleras pas de cette façon à mon petit-fils. Tu ne le frapperas pas. Pas dans ma maison. Jamais. Ton petit-fils essaie de ruiner ma vie, cria Kelly, se tournant vers elle, sa voix tremblant d'un mélange de rage et d'apitoiement sur soi. Ton mari essaie de ruiner mon entreprise, rétorqua Eleanor sans manquer un battement, ses yeux comme des éclats de glace. Et toi, ma fille, tu es sa complice volontaire. Ton mari essaie de ruiner mon entreprise, rétorqua Eleanor sans manquer un battement, ses yeux comme des éclats de glace. Et toi, ma fille, tu es sa complice volontaire. Maintenant, je pense qu'il est temps pour toi et Paul de partir. Ils partirent, bafouillant d'indignation, Paul guidant ma mère dehors avec une main propriétaire dans son dos, lui murmurant des réassurances. Ils étaient une équipe unie contre le monde. Contre moi. Je restais là dans le silence résonnant, ma joue brûlant encore, les mollets flottant dans l'air. Elle y croit vraiment, dis-je doucement, plus à moi-même qu'à ma grand-mère. Tout ce qu'elle a dit sur papa, elle croit ses propres mensonges. Quand tu dis un mensonge assez longtemps, mon garçon, dit Eleanor, sa voix s'adoucissant en venant poser une main réconfortante sur mon épaule. Tu oublies que c'est un mensonge. Ça devient ta vérité. C'est plus facile que d'affronter ce que tu as vraiment fait. Et ta mère a toujours été experte à créer sa propre réalité. Mais les faits sont des choses tenaces, Ethan. Nous avons juste besoin de plus d'entre eux. Nous avons besoin d'un professionnel. Cette nuit-là, la stratégie changea. J'avais heurté un mur de déni et d'obstruction. Il était temps d'amener quelqu'un qui savait comment abattre les murs. Le lendemain, Eleanor passa un appel à un numéro qu'elle gardait pour les urgences. 2 jours plus tard. J'étais assis dans un café discret et silencieux du centre-ville, un endroit où les gens d'affaires avaient des conversations qu'ils ne voulaient pas qu'on entende. J'attendais Sarah Blackwood. Elle arriva précisément à l'heure. Elle était dans la 50aine, avec des yeux vifs et intelligents qui semblaient voir à travers vous et une coupe de cheveux pratique. Elle était vêtue d'un tailleur professionnel simple, et se déplaçait avec un air de confiance silencieuse. Elle n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais d'un détective privé. Eleanor lui avait déjà donné les grandes lignes par téléphone. Je remplis les détails, lui parlant de Reynolds et associés, du mur que j'avais heurté au bureau, de la confrontation avec ma mère, de Sophia. Sarah écouta attentivement, son regard ne quittant jamais mon visage. Elle prit très peu de notes, mais je pouvais dire qu'elle absorbait et cataloguait chaque détail. Quand j'eus fini, elle prit une gorgée lente de son café noir. Un homme charmant avec un passé mystérieux épouse une femme riche récemment divorcée et soudain sa firme de conseil obtient un gros contrat sans question, dit-elle sèchement, une pointe d'ironie dans sa voix. Ce n'est pas l'histoire la plus originale que j'ai jamais entendue, mais les arrogants, ceux qui utilisent leur propre nom, sont souvent les plus négligents. Ils sont enivrés par leur propre succès et pensent qu'ils sont intouchables. Elle exposa son plan avec une efficacité glaçante. Elle ferait une vérification complète et approfondie des antécédents de Paul Reynolds et de Sophia, pas seulement les dossiers publics.
Elle avait des sources qui pouvaient creuser dans les dossiers financiers, les affaires passées, les historiques de voyage. Nous construirons un tableau complet de qui sont ces gens, d'où ils viennent et ce qu'ils ont fait avant, dit-elle. Ce sera cher, me prévint-elle, me regardant droit dans les yeux. La justice n'a pas de prix, ma grand-mère m'avait dit de dire. Je transmis le message. Un petit sourire rare toucha les lèvres de Sarah. Bien, je vous contacterai quand j'aurai quelque chose de réel. Une semaine passa. Ce fut la semaine la plus longue de ma vie. La tension au bureau était si épaisse qu'on pouvait la couper au couteau. Paul m'ignorait complètement, glissant dans les couloirs comme s'il était invincible. Ma mère ne me parlait pas. Je me sentais plus isolé que jamais, un paria dans l'entreprise de ma propre famille. Je m'accrochais à l'espoir que Sarah trouverait quelque chose, n'importe quoi. L'appel vint un vendredi après-midi. Sa voix était purement professionnelle. Retrouve-moi à l'endroit habituel. 1 heure, fut tout ce qu'elle dit avant de raccrocher. Quand j'arrivai au café, elle était déjà là, un mince dossier sur la table devant elle. Elle ne perdit pas une seconde en bavardage. Paul Reynolds n'est pas son vrai nom, commença-t-elle. Il est né Paul Kowalski à Gary, Indiana. Il a été marié 2 fois avant, une fois en Floride, une fois au Texas. Les 2 divorces se sont terminés par des règlements très généreux et scellés pour lui. Il n'a pas d'éducation commerciale formelle. Avant de se réinventer comme professeur de tennis pour les riches, il vendait des voitures de luxe à Scottsdale. Mon esprit tourbillonnait. Il avait toute une histoire, toute une autre vie. Mais ça devient mieux, dit-elle, une satisfaction sombre dans son ton. Reynolds et Associés est une société coquille, comme tu le soupçonnais. Elle a été incorporée au Delaware il y a 1 an. Elle fit glisser un document sur la table. C'était le dossier d'incorporation officielle. Devine qui est le seul officier de la corporation. Je regardais le nom imprimé en lettres nettes et majuscules. Ce n'était pas celui de Paul. Le nom listé était Sophia Reynolds. Sophia, demandai-je, ma voix à peine un murmure. C'est sa sœur. Elle a été partout dans la maison. Elle et ma mère sont comme de meilleures amies maintenant. Elles vont au spa ensemble. Elles font du shopping ensemble. Sarah me regarda, son expression impassible. Monsieur Parker, Paul Reynolds n'a pas de sœur. Il est enfant unique. Elle ouvrit son dossier et sortit une photographie. C'était une photo de mariage professionnelle et brillante. Un Paul d'apparence plus jeune se tenait à côté d'une mariée rayonnante. La mariée était, indéniablement, Sophia. Voici Sophia Mercé, son ex-petite amie et complice connue d'une affaire de fraude immobilière en Arizona il y a 5 ans. Ils ont été interrogés, mais les charges ont été abandonnées par manque de preuves. Elle n'est pas sa sœur, Ethan. C'est sa partenaire dans le crime. Je fixai la photo, les visages souriants des 2 prédateurs. Puis je regardai le dossier d'incorporation. Une peur froide, lourde et nauséeuse, me submergea. Ce n'était pas juste un homme saignant une entreprise. C'était une équipe professionnelle, un organisme parasitaire qui s'était attaché à ma famille. Ils avaient entouré ma mère, l'isolant, validant ses pires instincts, la manipulant, et tout le temps, ils planifiaient de tout piller. Sophia, la femme qui apportait des casseroles à ma mère et écoutait ses problèmes, était une co-conspiratrice. La pièce finale et horrible se mit en place. Il ne se prépare pas seulement à voler de l'entreprise, réalisai-je à voix haute, les mots ayant le goût du poison. Il se prépare à vider ses comptes personnels et à disparaître, avec sa partenaire. Ce serait mon évaluation professionnelle, oui, dit Sarah calmement. Ces gens ont un modèle. Ils drainent leurs victimes de toutes les sources possibles et puis ils disparaissent. Je suis alors que nous manquions de temps. C'était une horloge qui tournait. Le jeu devait changer. Je devais l'arrêter, pas seulement pour ma grand-mère ou pour la justice que mon père méritait, mais pour ma mère aussi. Même après tout, elle était encore ma mère, et elle marchait droit vers une falaise qu'elle ne pouvait même pas voir. La révélation sur Sophia fut comme un seau d'eau glacée au visage. La menace n'était plus une saignée financière lente. C'était une bombe à retardement pointée vers le cœur de ma famille. Paul et Sophia n'étaient pas juste des voleurs opportunistes. C'était une équipe de démolition professionnelle. Je quittai le café avec le dossier de Sarah solidement rangé dans mon sac, mon cœur battant d'une urgence nouvelle et terrifiante. Mon premier arrêt fut la maison de ma grand-mère. Je n'enlevai même pas mon manteau. Je posai tout sur son bureau en acajou poli. Les documents d'incorporation pour Reynolds et Associés, la photo de mariage brillante de Paul et Sophia, le résumé des charges abandonnées en Arizona, la liste des ex-épouses riches de Paul. Eleanor lut tout. Son visage était un masque de fureur froide et contrôlée. Elle ne ragea pas ou ne cria pas. Sa colère était une chose silencieuse et focalisée, un feu qui brûlait bas et qui était bien plus terrifiant que n'importe quelle explosion. Elle prit la photo de Sophia, ses yeux se plissant. La petite vipère à 2 visages, dit-elle,
sa voix dangereusement basse. Elle a été dans ma maison. Elle a bu mon thé, admiré mon jardin, tout en planifiant de voler ma fille et d'éviscérer mon entreprise. L'audace pure. Elle posa la photo et me regarda, ses yeux vifs et évaluateurs. Quel est notre prochain mouvement, Ethan? Ce n'était pas une question. C'était un test. Elle me cédait le commandement. Elle voulait voir si j'avais l'instinct de tueur pour finir ce que j'avais commencé. Nous ne pouvons pas juste aller à la police, dis-je, pensant à voix haute, arpentant son bureau comme un animal en cage. Pas encore. Paul est glissant. Il a échappé aux charges avant. Il aura une histoire plausible pour tout, un mensonge prêt à partir. Et maman va le défendre. Elle est si profondément dans sa réalité maintenant, elle verra ça comme une attaque sur son propre jugement, une attaque sur son histoire d'amour. Il l'utilisera comme bouclier humain, et toute l'affaire pourrait s'enliser dans un cauchemar de il a dit, elle a dit, point. Alors que proposes-tu, pressa Eleanor, ses doigts entrelacés sous son menton. Nous avons besoin d'une preuve irréfutable et indéniable, le genre de preuve qui ne peut pas être déformée ou niée. Et nous devons le coincer publiquement. Nous devons démanteler sa crédibilité dans un forum où ma mère ne peut pas le protéger. J'arrêtai d'arpenter et la regarder. Nous devons lancer une guerre sur deux fronts, corporative et personnelle. Explique, dit-elle. Front 1, l'entreprise. Nous amenons Benjamin. Maintenant, ce soir. Il est votre CFO depuis 30 ans. Il est loyal envers vous et cette entreprise, pas envers Paul. Nous lui montrons ce que nous avons et nous le chargeons d'une chose, créer une carte médico-légale inattaquable de chaque dollar qui est allé de Winterbright à cette entreprise fantôme. Eleanor hocha la tête en approbation. Bien. Quel est le second front? Papa, dis-je. Ce n'est plus seulement à propos de l'entreprise. C'est à propos d'Oliver. Mon frère de 9 ans vit dans une maison avec un escroc professionnel et sa complice secrète. Pour ce qu'on en sait, il pourrait juste décider de disparaître avec lui. Papa doit demander la garde d'urgence complète. Immédiatement. Ce sera un combat public laid, avertit Eleanor. Kelly sortira toutes les armes. Elle essaiera de traîner Frank dans la boue encore une fois. Papa est prêt, dis-je, pensant à la nouvelle force que j'avais vue en lui au restaurant. Et cette fois, il aura la vérité de son côté. Nous devons sortir Oliver de là. L'audience de garde fera plus que ça. Ça créera un forum légal, un endroit où cette preuve peut être formellement et publiquement présentée. Ça forcera ma mère dans une situation où elle doit répondre de l'environnement dangereux qu'elle a créé pour son enfant. Les quelques jours suivants furent un flou d'activités clandestines qui ressemblait à quelque chose sorti d'un film d'espion. Eleanor appela Benjamin et pour une consultation privée chez elle ce soir-là même. Je présentai nos découvertes au vieux CFO gentil et grand-paternel. Alors qu'il regardait les documents, je vis son comportement amical et grand-paternel fondre, remplacé par la colère froide et précise d'un chien de garde financier qui venait de trouver des loups dans son enclos de moutons. Je savais que quelque chose clochait, marmonna-t-il, son doigt traçant les virements électroniques. Les chiffres semblaient faux, trop lisses, trop simples. C'était de l'arrogance. Donnez-moi 3 jours. Je vais cartographier chaque dollar qui est allé à cette entreprise fantôme, et je vais tracer où c'est allé à partir de là. Ma prochaine rencontre fut avec mon père. Je le rencontrai à son appartement, cette fois avec une copie de tout le dossier de Sarah. Quand je lui montrai la photo de mariage de Paul et Sophia, il frappa du poing sur sa petite table de cuisine, le premier geste vraiment violent que j'ai jamais vu de lui. Ce pauvre gamin, dit-il, sa voix épaisse de rage protectrice paternelle, pensant à Oliver. Il a appelé ce monstre papa. Il a vécu avec eux deux. Il n'y eut pas d'hésitation. Je vais appeler un avocat demain matin, dit-il, sa mâchoire ferme comme la pierre. Je me fiche de ce que ça coûte ou de ce qu'elle essaie de me faire. Nous allons sortir mon fils de cette maison. Pendant que Benjamin creusait dans les entrailles financières de l'entreprise et que mon père consultait avec une avocate en droit de la famille de premier plan, une femme aiguisée et sans fioriture nommée Madame Davis, je continuais à travailler avec Sarah Blackwood. Notre objectif maintenant était de trouver la pièce finale, le coup de grâce. Les escrocs professionnels comme Paul ont toujours une stratégie de sortie, m'expliqua Sarah sur une ligne sécurisée. Ils ne font pas que drainer les comptes et espérer pour le mieux. Ils ont une destination, un pays sans extradition, une nouvelle identité, un plan pour disparaître. Nous devons trouver son plan. Elle commença à creuser dans l'activité web profonde de Paul, communication cryptée, demande de voyage. C'était un travail lent et méticuleux, comme chercher un seul grain de sable sur une vaste plage. L'appel qui changea tout vint de Benjamin 2 jours plus tard. Sa voix était urgente, tendue. « Ethan, tu dois venir ici. Maintenant. » Il fait son mouvement. Je cassai toutes les limites de vitesse en arrivant au bureau de Benjamin chez Winterbright. Il pointa un doigt tremblant vers l'écran de son ordinateur.
Dessus se trouvait une demande de transfert interne, marquée pour approbation finale par le bureau du PDG. Un pouvoir que Paul avait convaincu ma mère de lui accorder. Il tentait de virer 5 millions de dollars d'un compte d'investissement Winterbright vers une entité offshore. C'est le mouvement final, dit Benjamin, son visage pâle. La raison listée est un prépaiement pour les droits de distribution internationale à une entreprise aux îles Caïmans. Mais je les ai vérifiés. L'entreprise des Caïmans est une filiale et sa société mère est Reynolds et Associés. C'est ça, gamin. C'est le gros coup. Il essaie de nous nettoyer et de fuir. Combien de temps avons-nous, demandai-je, mon sang se glaçant. Le virement est programmé pour être traité automatiquement dans 48 heures. Une fois que cet argent est au Caïman, il est parti. Nous ne le reverrons jamais. 48 heures. C'était notre fenêtre. La bataille n'était plus un plan distant sur un tableau blanc. Elle était ici. C'était maintenant. Je sortis mon téléphone. Il était temps d'appeler nos soldats à leur poste. Nous avions moins de 48 heures. Le virement électronique de 5 millions de dollars n'était pas juste un chiffre. C'était une bombe à retardement prête à faire exploser un trou dans la coque de l'entreprise. Nous ne pouvions pas juste l'annuler. Au moment où nous le ferions, Paul saurait que le jeu était fini et il disparaîtrait, probablement avec ce qu'il avait déjà réussi à siphonner des comptes personnels de ma mère. Nous devions le laisser penser qu'il gagnait, le laisser marcher droit jusqu'à la ligne d'arrivée avant de la tirer. Le plan que nous avons conçu dans le bureau d'Eleanor cette nuit-là était audacieux, risqué, et tout devait se passer parfaitement. L'avocate de mon père, Madame Davis, déposa immédiatement une motion d'urgence pour une audience de garde temporaire, citant de graves préoccupations pour le bien-être immédiat de l'enfant et un environnement domestique instable. Comme nous l'avions prédit, ma mère et Paul réagirent avec fureur. Ils voyaient ça comme un mouvement désespéré et pathétique d'un père défaillant. Ils nous sous-estimèrent complètement. Leur arrogance était notre plus grande arme. L'audience fut fixée pour le lendemain après-midi à 14 heures, mais ce n'était pas notre événement principal. C'était juste l'apéritif. Le plat principal était mon idée, un pari à haut risque né du désespoir et d'un besoin brûlant de le voir exposé dans sa propre arène. Nous ne pouvons pas attendre que l'audience de garde soit la grande révélation, argumentai-je avec Eleanor, Benjamin et Sarah. C'est un tribunal de famille. Ça a commencé comme un crime d'entreprise. Nous devons couper la tête du serpent à l'intérieur de l'entreprise. Nous devons le faire devant le conseil, les gens dont il a violé la confiance. Eleanor, une stratège magistrale, fut d'accord. Le lendemain matin, un seul email concis fut envoyé aux 7 membres du conseil de Winterbright, incluant Paul, qui avait reçu un siège de ma mère 6 mois plus tôt. La ligne d'objet était Stark, réunion d'urgence du conseil concernant une menace d'OPA hostile. La réunion fut programmée pour 10 heures, 2 heures avant que l'audience de garde ne commence, 4 heures avant que le virement de 5 millions de dollars ne soit libéré. Paul et ma mère arrivèrent à la salle de réunion du dernier étage l'air confiant, presque suffisant. Ils étaient un couple puissant, habillés de vêtements chers et coordonnés. Ils pensaient que la réunion concernait le procès frivole de mon père. Ils croyaient qu'Eleanor paniquait et qu'il pourrait utiliser la situation pour consolider le pouvoir de Paul, le peignant comme le leader stable et décisif dont l'entreprise avait besoin en temps de troubles familiaux désordonnés. Ils marchèrent droit dans la zone de destruction. La salle de réunion était un lieu d'immense pouvoir. Une longue table d'acajou poli reflétait le lourd lustre en cristal au-dessus. L'horizon de la ville s'étendait au-delà des fenêtres du sol au plafond. Les 6 autres membres du conseil, tous de vieux amis et collègues de confiance de ma grand-mère, étaient assis avec des expressions sombres et illisibles. Monsieur Henderson, chef de logistique depuis 40 ans, ajusta ses lunettes, son visage un masque de pierre. Madame Gable, qui s'occupait de notre marketing depuis les années 1980, tapotait un stylo doré sur son bloc-notes, ses yeux allant et venant entre Paul et Eleanor. Ma grand-mère était assise en bout de table, une image d'autorité calme et royale. J'étais assis à sa droite, mon portable ouvert devant moi, mes mains moites de sueur, mon cœur battant si fort que je pouvais sentir le pouls dans mon cou. Merci à tous d'être venus avec si peu de préavis, commença Eleanor, sa voix nette et claire, remplissant la pièce silencieuse. Comme l'email l'indiquait, il est venu à ma connaissance que nous faisons face à une menace significative et immédiate à la stabilité financière et à l'intégrité de cette entreprise. Je vais laisser mon assistant spécial, Ethan Parker, qui a mené une révision interne sous ma direction, présenter ses découvertes. Tous les yeux se tournèrent vers moi. Paul sourit, se penchant en arrière dans sa chaise de cuir luxueuse, un regard de condescendance amusé sur son visage. Ma mère me lança un regard de pur dédain, un commandement silencieux d'arrêter cette sottise. Je pris une inspiration tremblante, ma bouche sèche, et cliquai sur la première diapositive sur le grand écran au bout de la pièce. Bonjour tout le monde. Pendant les dernières semaines, à la demande du PDG, j'ai mené une révision de haut en bas de nos dépenses et changements opérationnels au cours des 2 derniers trimestres fiscaux. Je commençais lentement, méthodiquement,
ma voix plus stable que je ne me sentais. J'exposais la performance historiquement forte de l'entreprise. Puis, je pointais vers un changement clair qui commença exactement 6 mois plus tôt, coïncidant avec la nomination de Paul au conseil. Une augmentation soudaine et dramatique dans une catégorie étiquetée consultations et dépenses professionnelles diverses. Une portion significative de ces nouvelles dépenses, dis-je, ma voix gagnant en force alors que je trouvais mon rythme, peut être tracé à un seul nouveau fournisseur, une firme dont aucun d'entre vous n'aura entendu parler, une entreprise appelée Reynolds et Associés. Je vis un éclair de quelque chose dans les yeux de Paul, pas de panique, pas encore, juste de l'agacement, mais son sourire resta collé sur son visage. Ma mère renifla audiblement, un petit souffle d'air qui était du pur théâtre pour le conseil. Si je peux, interrompit Paul, sa voix douce comme la soie. Ethan est un gamin brillant, mais il prend un peu d'avance sur lui-même. Comme je l'ai mentionné dans les réunions précédentes, c'était un partenariat stratégique que j'ai initié pour explorer de nouveaux marchés en Asie. C'est du travail confidentiel et de pointe. Évidemment, je ne peux pas discuter des détails dans un forum ouvert avec du personnel junior présent. J'en suis sûr, dis-je, rencontrant son regard condescendant, c'est pourquoi j'ai été si surpris de découvrir que Reynolds et Associés n'a pas de site web, pas de bureau d'entreprise, et sa seule adresse enregistrée est une boîte postale à Wilmington, Delaware. Je cliquai vers la diapositive suivante. Elle montrait un organigramme simple. Elle montrait un paiement mensuel de $50 000 coulant du budget opérationnel de Winterbright directement dans le compte de Reynolds et Associés, un total de $300 000 à ce jour. Cette entreprise, continuai-je, ma voix devenant plus forte, plus confiante, n'a qu'un seul officier enregistré. Le prochain clic de la souris fut assourdissant dans la pièce silencieuse. Il révéla le document officiel d'incorporation de l'État. Le nom du seul officier était entouré en rouge vif. Son nom est Sophia Reynolds. Ma mère halta, un son aigu et involontaire. Sophia est la sœur de Paul, s'exclama-t-elle, regardant autour de la table pour du soutien. C'est un outrage, peut-être un léger conflit d'intérêts que nous pouvons rectifier, mais c'est à peine une menace d'OPA hostile. C'est un point très intéressant, Kelly, dit Eleanor calmement du bout de la table. Paul, peut-être peux-tu clarifier le rôle de ta sœur dans cette firme de conseil hautement payée? Quel est le rôle de votre sœur là-dedans? Demanda le vieux monsieur Henderson, sa voix rauque de suspicion. Paul rit, un son pratiqué et désarmant. Regardez, c'est une affaire de famille simple qui est complètement amplifiée par un gamin jaloux qui a des problèmes avec le nouveau mari de sa mère. Ma sœur est une femme d'affaires avisée. Je l'ai amenée pour aider avec quelques recherches préliminaires. Il n'y a rien d'illégal ou de sinistre là-dedans. Il était bon. Il était très, très bon. Il avait l'air détendu, en contrôle, me peignant comme un enfant boudeur. Tu as raison, Paul. Il n'y a rien d'illégal à embaucher ta sœur, dis-je, laissant le silence s'attarder un moment avant de porter le coup suivant. Mais Sophia Reynolds n'est pas ta sœur. La pièce devint silencieuse comme la mort. On aurait pu entendre une épingle tomber sur l'épais tapis. Qu'est-ce que tu as dit, murmura ma mère, sa voix tremblante. Je tournai légèrement ma chaise pour regarder directement vers elle, et je laissai une vague de pitié genuine adoucir ma voix. Je suis désolé, maman. Tu as été trompée. Tu as été trompée sur tout. Je cliquai vers la diapositive suivante. C'était la photographie de mariage. Paul et Sophia, bras dessus bras dessous, rayonnant vers la caméra. Un halètement collectif parcourut la table. Ma mère fixa l'écran, sa bouche légèrement ouverte, son visage cendré. Les membres du conseil se penchèrent, murmurant dans le choc et l'indignation. Le sourire de Paul disparut finalement, fondant de son visage comme de la cire. Il avait l'air comme s'il avait été physiquement frappé. C'est une photo truquée, une fabrication, grogna-t-il, sautant sur ses pieds, sa chaise raclant bruyamment contre le sol. C'est de la calomnie. Je vais vous poursuivre tous pour diffamation. Veuillez vous asseoir, monsieur Reynolds, dit Eleanor, sa voix comme la glace. Parce que je vous assure que ça devient bien pire. Elle fit un léger signe de tête vers la porte de la salle de réunion. Sur signal, la porte s'ouvrit, et Sarah Blackwood entra, son visage impassible. Elle fut suivie par un homme en costume aiguisé, notre avocat d'entreprise principal, Arthur Vance. Sarah portait une mallette professionnelle et fine. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, annonça Eleanor au conseil stupéfait, voici Sarah Blackwood, une investigatrice médico-légale que j'ai retenue il y a quelques semaines. Elle a enquêté sur notre nouveau consultant. Sarah ne dit pas un mot. Elle ouvrit simplement sa mallette et, avec l'aide de monsieur Vance, distribua un mince dossier à chaque membre du conseil. Dans vos mains, dit notre avocat, monsieur Vance, sa voix résonnant d'autorité, vous trouverez un résumé de nos découvertes. Vous trouverez des preuves de l'historique de fraude financière de monsieur Paul Reynolds, ou plutôt monsieur Paul Kowalski. Vous trouverez des déclarations de 2 ex-épouses qui ont été similairement fraudées dans des règlements de divorce scellés.
Vous trouverez une preuve légale que Sophia Mercé est une complice connue avec un casier judiciaire antérieur pour fraude immobilière. Paul était blanc comme un linge maintenant, sa bravade complètement disparue, remplacée par la panique pure et animale d'un rat acculé. Il regarda de moi vers Eleanor, vers les visages inflexibles du conseil, cherchant une échappatoire qui n'était pas là. Et finalement, dis-je, reprenant le contrôle, ma voix claire et ferme maintenant, portant le coup de grâce. Vous trouverez ceci. Je cliquai vers la diapositive finale. C'était une copie de la demande de virement international, estampillée et datée pour aujourd'hui. 5 millions de dollars vers un compte offshore aux îles Caïmans, un compte possédé par une société holding fantôme, qui était à son tour possédé par Reynolds et Associés. Ce transfert était programmé pour passer dans moins de 4 heures. Ce n'était pas un partenariat stratégique. C'était un acte final de grand larcin, une tentative d'éviscérer cette entreprise avant de disparaître. La salle de réunion explosa. Les membres du conseil criaient des questions, claquant les dossiers sur la table. Ma mère ne faisait que fixer dans le vide, son visage un masque blanc de dévastation totale. Son monde soigneusement construit s'effondrait en 1 million de morceaux autour d'elle. Cette réunion est levée, déclara Eleanor, sa voix s'élevant au-dessus du bruit. Le Conseil votera maintenant en privé sur la résiliation immédiate de M. Reynolds et sur la poursuite de tous les canaux légaux disponibles pour récupérer nos actifs et porter des accusations criminelles. La sécurité va maintenant escorter M. Reynolds hors du bâtiment. 2 grands gardes de sécurité imposants qui avaient attendu discrètement dehors entrèrent dans la pièce. Ils se déplacèrent silencieusement, professionnellement, et posèrent leurs mains sur les bras de Paul. Il ne se battit pas. Il ne dit pas un mot. Le jeu était fini. Il avait été complètement et totalement surpassé. Alors qu'il l'emmenait, un homme brisé, ses yeux rencontrèrent les miens une dernière fois à travers la longue table. Il n'y avait plus de charme. Aucune condescendance. Juste de la haine pure et venimeuse. Je ne fis que le regarder en retour. Pas avec triomphe. Pas avec joie. Mais avec la satisfaction sombre et fatiguée d'un soldat qui venait de survivre à une guerre terrible. Nous avions gagné. Nous avions coupé le cancer. Mais la blessure qu'il laissa était profonde, et je savais que la guérison ne faisait que commencer. La destruction dans la salle de réunion fut une détonation contrôlée, mais les retombées furent tout sauf cela. Les ondes de choc irradièrent vers l'extérieur instantanément, brisant la paix fragile de nos vies et déclenchant une réaction en chaîne de conséquences légales et personnelles. Alors que Paul était emmené de la salle de réunion par la sécurité, son visage un masque d'incrédulité et de rage, ma mère se brisa finalement. Un sanglot déchirant, le son d'une âme qui se brise, s'échappa de ses lèvres. Elle s'effondra dans sa chaise, enterrant son visage dans ses mains, tout son corps tremblant. Les membres du conseil, tous des hommes et femmes distingués et puissants, regardèrent maladroitement, détournant les yeux, incertains de comment réagir à un tel étalage brut de douleur et d'humiliation. Eleanor, toujours composée, marcha silencieusement vers le côté de sa fille et posa une main sur son épaule tremblante. « C'est fini, Kelly, dit-elle, sa voix plus douce que je ne l'avais entendue depuis des années. Le mensonge est fini. » Il n'y avait pas de temps pour s'attarder sur le drame familial, cependant. Nous devions bouger vite pour cautériser la blessure. Notre avocat, Arthur Vance, avec Sarah Blackwood, prit immédiatement le dossier complet de preuves, la comptabilité médico-légale de Benjamin, l'historique criminel de Sarah, la preuve de la tentative de virement de 5 millions de dollars, et alla directement au bureau du procureur de district. Ils avaient été préparés pour l'appel. Avec un cas si bien documenté et ouvert de fraude d'entreprise à grande échelle, le procureur bougea rapidement. Un mandat fut émis pour l'arrestation de Paul Kowalski avant qu'il n'ait le temps de retourner à la maison de ma mère et de faire ses bagages. Il fut arrêté dans le hall de notre bâtiment, une humiliation publique finale. Sophia Mercé fut ramassée 1 heure plus tard. Fidèle à son caractère, elle était dans un spa haut de gamme aux frais de l'entreprise, une carte de crédit d'entreprise Winterbright encore dans la poche de son peignoir blanc moelleux. Cet après-midi-là, nous marchâmes dans le tribunal de famille pour l'audience de garde. L'atmosphère était complètement différente de ce que nous avions anticipé. Ma mère était là ressemblant à un fantôme. Ses yeux étaient rouges et vides. Ses cheveux habituellement impeccables étaient en désordre. Son avocat agressif et de haut pouvoir, Richard Thornton, avait l'air troublé et non préparé, son costume cher paraissant soudain trop grand pour lui. Notre côté, mon père, son avocate Madame Davis, et moi, étaient calmes, préparés et armés de la vérité. Madame Davis n'eut pas besoin d'être agressive. Elle présenta simplement et méthodiquement les faits au juge. Elle déclara que ma mère avait, bien qu'inconsciemment, cohabité avec un escroc professionnel et sa complice criminelle. Elle expliqua qu'elle avait permis à cet homme de créer un environnement instable et potentiellement dangereux pour son fils de 9 ans. Comme sa pièce finale, elle présenta une copie du mandat d'arrêt fraîchement émis pour Paul. L'avocat de ma mère, Thornton, essaya faiblement d'argumenter que Kelly était la victime principale dans tout cela. Ce fut une tentative faible.
Le juge, une femme sévère et intelligente nommée Patricia Martinez, regarda ma mère par-dessus ses lunettes. Victime ou non, madame, dit-elle, sa voix dépourvue de sympathie. Votre jugement s'est avéré être sévèrement et catastrophiquement compromis. La seule priorité de ce tribunal est le bien-être immédiat et la sécurité de l'enfant mineur. Elle frappa son marteau. La garde temporaire d'urgence d'Oliver Parker est accordée à son père, Monsieur Frank Parker, effective immédiatement. Une audience complète sera programmée dans 6 mois pour rendre cet arrangement permanent. Il n'y eut pas de combat. Il n'y avait rien avec quoi se battre. Ma mère ne fit que rester assise là, vidée, comme si ses cordes avaient été coupées. Après l'audience, mon père, armé de l'ordre du tribunal, alla à la maison avec une escorte policière pour récupérer un Oliver très confus et effrayé. J'allais avec lui. J'avais besoin de voir cela jusqu'au bout. Entrer dans la maison où j'avais grandi semblait surréel. C'était le même espace, mais il semblait contaminé, hanté par les mensonges qui y avaient été racontés. Ma mère était dans la chambre principale, emballant d'un air absent quelques costumes et chaussures chères de Paul dans une valise, comme si elle était dans un état de transe. Elle ne me regarda pas ni mon père. Quand Oliver vit mon père, son petit visage s'effondra, et il courut dans ses bras, pleurant avec un soulagement qu'il ne comprenait probablement même pas. Ma mère ne fit que tressaillir au son, comme s'il était trop fort pour ses nerfs brisés. Le trajet en voiture vers l'appartement de mon père fut silencieux, sauf pour les reniflements d'Oliver. La partie la plus difficile fut de voir mon père essayer d'expliquer l'inexplicable à son fils. Il n'utilisa pas de mots comme escroc ou volé. Il ne fit que tenir Oliver près de lui sur le siège arrière et dit « Paul doit partir pour un moment, mon pote. Il n'était pas une bonne personne. Tu vas venir vivre avec moi et Ethan pour longtemps. » Et Oliver, dans la sagesse simple et profonde d'un enfant, ne fit qu'étreindre notre père plus fort et dit « D'accord, je suis content. » Il avait tout senti. La froideur sous le charme, la fausseté des sourires. Il avait eu peur, et maintenant il était en sécurité. Quelques jours plus tard, la chaussure finale et brutale tomba. En fouillant dans les finances de ma mère pour évaluer les dégâts, nous découvrîmes que Paul, dans les semaines précédant sa tentative de vol, avait habilement convaincu ma mère de liquider une portion significative de son portefeuille d'actions personnelles, des actifs laissés par son père, complètement séparés de l'entreprise. Il l'avait convaincu de déplacer l'argent, plusieurs millions de dollars, dans un nouveau compte courant joint sous le prétexte d'une gestion d'investissement agressive. Le compte était maintenant vide. Il l'avait saigné à blanc sous tous les angles possibles, professionnellement et personnellement. Elle avait perdu presque tout. Elle était vraiment, complètement seule maintenant. Pas de mari, pas d'argent, pas de confiance. Et ses 2 fils vivaient avec l'ex-mari qu'elle avait essayé de détruire. Environ une semaine après l'audience, elle apparut sans prévenir au petit appartement de mon père. J'étais là, aidant Oliver avec un avion modèle réduit. Elle avait l'air terrible. Ses vêtements chers étaient froissés. Son visage était pâle et tiré, et elle semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 jours. « Frank, dit-elle, sa voix un murmure faible et désespéré. Frank, j'ai fait une erreur. Erreur terrible, terrible. J'ai été une idiote. J'ai été si stupide. S'il te plaît, essayons juste, pouvons-nous recommencer? Pour les garçons. Nous pouvons être une famille à nouveau. Je sais que nous le pouvons. » Je regardais mon père. Le Frank d'il y a un an, l'homme brisé que j'avais rencontré au restaurant, aurait pu considérer. Il était un homme bon avec un cœur pardonnant, et il l'avait aimé pendant plus de la moitié de sa vie. Mais c'était un nouveau Frank, un homme qui avait affronté ses propres démons et en était sorti plus fort. Un homme qui s'était battu pour son fils et avait gagné. Un homme qui finalement connaissait sa propre valeur à nouveau. Il la regarda, et il n'y avait pas de colère dans ses yeux, juste une tristesse profonde et inébranlable pour la femme qu'elle était devenue, pour l'amour qu'ils avaient perdu. Ce navire a fait voile, Kelly, dit-il, sa voix douce mais ferme comme le roc. Cette famille n'existe plus. Tu l'as brûlée quand tu as laissé cet homme entrer dans nos vies. Je ne remettrai pas Ethan ou Oliver à travers ce feu à nouveau. Il regarda vers moi, puis vers Oliver, qui regardait de derrière ses jambes. Mon seul travail maintenant est de les protéger. Mon seul travail est de leur donner une vie sûre et heureuse. Et pour l'instant, cela signifie les protéger de toi. Il ferma lentement et doucement la porte, la laissant debout seule dans le couloir de l'immeuble d'appartement bon marché. Ce n'était pas un acte de vengeance. C'était un acte de préservation. C'était la frontière finale, douloureuse et nécessaire étant tracée dans le sable. Le chapitre ancien et toxique était fermé. Il était temps de commencer à écrire à nouveau. Les 2 années qui suivirent la tempête furent comme les premiers jours de printemps après un hiver long et brutal. Le silence laissé par le chaos fut, au début, troublant. Mais lentement, soigneusement, avec patience et beaucoup de travail, nous commençâmes à construire quelque chose de nouveau et sain à partir des décombres.
Le jour de mon 21e anniversaire, exactement un an après qu'elle m'ait donné le défi, Eleanor me nomma officiellement directeur général de Winterbright. Ce n'était pas un cadeau d'anniversaire. C'était un titre que j'avais gagné dans cette salle de réunion. Mais je savais que je ne pouvais pas le faire seul, et je savais que je n'étais pas la personne la plus qualifiée pour tous les aspects du travail. Mon premier acte officiel en tant que PDG fut de créer un nouveau poste, un rôle dont l'entreprise avait désespérément besoin. Directeur des opérations, responsable de toute la gestion quotidienne de nos usines et chaînes d'approvisionnement. Et j'offris le travail au meilleur, plus expérimenté, homme le plus digne de confiance que je connaissais pour cela. Mon père, Frank Parker. Je n'oublierai jamais le regard sur son visage quand j'offris le travail dans cette même salle de réunion où nos ennemis avaient été vaincus. Il fut sans voix, ses yeux se remplissant de larmes. Le voir marcher de nouveau dans ce siège social d'entreprise, non pas comme un homme que sa femme méprisait comme un employé glorifié, mais comme un leader respecté et puissant, fut un des moments les plus fiers et guérisseurs de ma vie. Les employés, ceux qui avaient été loyaux envers lui pendant des années, lui donnèrent une ovation debout quand Eleanor annonça sa nomination. Il appartenait là. Lui et moi tombâmes dans un rythme naturel. J'avais la vision pour l'avenir, pour de nouvelles technologies vertes, pour l'expansion internationale, pour une marque plus moderne. Il avait la sagesse pratiquée sur le terrain pour que ça arrive. Il connaissait les machines, il connaissait les gens, il connaissait l'âme de l'entreprise. Nous étions une équipe, un vrai partenariat. L'entreprise, qui avait stagné sous le pillage secret de Paul, prospéra. Sous notre leadership conjoint, les profits de Winterbright grandirent d'un stupéfiant 30% en ces 2 années. Notre vie de famille guérit de façon qui était encore plus importante. Le petit appartement autrefois triste de mon père fut remplacé par une maison modeste mais confortable dans une banlieue tranquille, un endroit avec une grande cour arrière et une balançoire de pneus. Il s'avéra que la serveuse sympathique qu'il avait rencontrée dans la pire nuit de sa vie, Diane Cooper, était plus qu'une simple étrangère de passage. Après que la poussière se soit installée, il l'avait recherchée, voulant la remercier pour sa gentillesse cette nuit-là. Ils prirent un café, puis un dîner. Ils tombèrent amoureux. Diane était tout ce que ma mère n'était pas. Elle était gentille, terraque sans grave terre, drôle, et elle regardait mon père comme s'il était l'homme le plus fort et merveilleux du monde. Elle était professeure d'art au lycée, et elle ramena couleur et créativité et chaleur dans nos vies. Elle était merveilleuse avec Oliver, patiente et aimante, l'aidant avec ses projets scolaires et lui apprenant à cuisiner, remplissant notre nouvelle maison avec l'arôme de biscuits aux pépites de chocolat et de rire genuine et simple. Pour la première fois depuis que j'étais petit enfant, je vis mon père vraiment, profondément heureux. Oliver, maintenant un garçon prospère et confiant de 9 ans, s'épanouit sous les soins fermes et présents de mon père. L'anxiété constante qui avait ombragé son jeune visage était partie, remplacée par la confiance insouciante d'un enfant qui sait, profondément dans ses os, qu'il est en sécurité et aimé inconditionnellement. Ma propre vie avança de façon que je n'aurais jamais pu prédire. Mon partenariat avec Maya, forgé pendant des sessions d'études nocturnes et des feuilles de calcul complexes, grandit en quelque chose de plus profond, plus important. Elle obtint son diplôme avec les plus hautes distinctions et prit un emploi de haut pouvoir dans une firme d'investissement du centre-ville, mais nous étions inséparables. Elle était ma confidente, ma plus grande supportrice, la seule personne qui comprenait chaque partie de mon voyage fou et compliqué. Elle me gardait ancré. Zach, mon ancien colocataire d'université qui avait écouté mes peurs précoces, finit l'école de droit et, à ma joie, accepta un poste dans le département légal grandissant de notre entreprise. Il était un ami loyal et un avocat brillant à avoir de notre côté. Nous avions construit un nouveau type de famille, une famille choisie, rapiécée à partir des morceaux de notre famille brisée. Ce n'était pas parfait, mais c'était honnête et c'était fort. Puis vint la tournure finale, celle qui vraiment ferma la boucle, celle que je n'avais jamais vue venir. Un email apparut dans ma boîte de réception un après-midi avec un nom dans la ligne d'objet que je n'avais pas vu depuis plus de 20 ans. James Winters. Mon grand-père. L'ex-mari d'Eleanor. Il avait quitté la famille quand ma mère était juste adolescente, devenant un fantôme dans l'histoire de notre famille, un homme dont on parlait seulement en murmure. Il avait vécu en Europe pendant des décennies. Il avait entendu parler du scandale à travers des journaux d'affaires internationaux, sur Paul et Kelly, et il voulait se rencontrer. Il volait de retour aux États-Unis. Nous nous rencontrâmes tous chez Eleanor. La tension était assez épaisse pour la goûter. James était un homme plus âgé maintenant, impeccablement habillé, mais son visage était gravé d'un regret profond et fatigué. Lui et Eleanor étaient civils, mais l'air entre eux vibrait avec 30 années d'histoire non dite. Il se tourna vers moi, ses yeux une version plus pâle de ceux de ma mère. « J'ai lu sur ce que tu as fait, Ethan, dit-il, sa voix rauque avec l'âge. Tu as sauvé l'héritage de ta grand-mère. Tu t'es levé. Tu es un homme bien. » Il fit une pause, regardant de moi vers Eleanor et retour. « Et je dois confesser quelque chose. Je me sens responsable,
d'une certaine façon, de ce qui est arrivé à Kelly. Il expliqua que quand ils étaient mariés, ils avaient été énormément réussis et avaient gâté Kelly pourri. Ils lui donnèrent tout ce qu'elle voulait mais ne lui enseignèrent jamais la valeur de quoi que ce soit, spécialement la responsabilité. Ils la protégèrent de chaque échec, amortirent chaque coup. Nous avons élevé une princesse, dit-il, sa voix remplie du regret d'une vie entière. Nous ne lui avons jamais appris comment être une reine. Nous lui avons appris que sa valeur était dans ce qu'elle avait, pas qui elle était. Nous lui avons appris à priser le charme sur le caractère, la richesse sur la valeur. Alors quand Frank, un homme bon, décent et travailleur, arriva, elle ne pouvait jamais le respecter complètement. À ses yeux, il n'était pas assez pour elle. Et quand un charlatan comme Paul apparut, promettant un royaume encore plus grand et brillant, elle tomba dans le panneau instantanément. Parce que nous l'avions entraînée toute sa vie à valoriser l'éclat, pas la substance. Je suis désolé. C'était mon échec en tant que père. Et ultimement, ça devint sa tragédie. Cela n'excusait pas ce que ma mère avait fait, pas le moins du monde. Mais cela fournissait un contexte, une explication triste et pathétique. Ce n'était pas un acte de pure malveillance. C'était le résultat inévitable d'une faiblesse profonde et creuse, un défaut de caractère né d'une éducation défaillante et privilégiée. Pour la première fois, je sentis un éclat de quelque chose d'autre que la colère blanche et chaude envers elle. Une pitié profonde, profonde et douloureuse. Quelques mois plus tard, à ma remise de diplôme universitaire, je regardais la mère de visage dans l'audience. Et je vis ma vraie famille. Eleanor, la tête haute, me regardant avec un orgueil indéguisé. Mon père et Diane, son bras fermement autour d'elle, tous deux rayonnants. Oliver, maintenant 10 ans, agitant une petite bannière faite main qui disait « Allez étant ». Maya était au premier rang, m'envoyant un baiser. Zach était à côté d'elle, me donnant un pouce en l'air solide. Et assis à côté d'Eleanor, paraissant maladroit mais indéniablement présent, était mon grand-père James, lentement et tentativement essayant de réparer les ponts qu'il avait brûlés il y a si longtemps. Il y avait une personne manquante, bien sûr. Ma mère. Nous avions entendu par les bruits de couloir qu'elle avait déménagé dans un autre état, essayant de recommencer. Elle n'avait jamais essayé de me contacter ou Oliver. Son absence était un témoignage silencieux et béant des choix qu'elle avait faits. Alors que je marchais sur la scène pour accepter mon diplôme, je ne pensais pas à elle. Je pensais à eux. Ma famille. Celle pour laquelle j'avais combattu. Celle que j'avais aidé à reconstruire à partir des cendres. La remise de diplôme fut un jalon. Une fermeture formelle d'un chapitre de ma vie et le vrai début d'un autre. Notre nouvelle normalité. Celle pour laquelle nous avions tous combattu si dur. S'installa dans un rythme confortable et heureux. L'encre de notre semaine, la chose que nous attendions tous, devint nos dîners du dimanche. Il se tenait habituellement chez mon père et Diane. Un endroit modeste mais chaleureux avec une grande cour arrière où Oliver pouvait jouer et une terrasse assez grande pour nous tous. Un dimanche particulier de fin d'été, quelques mois après ma remise de diplôme, tout le clan étendu et non conventionnel était là. L'air sentait les hamburgers grillés et la fameuse salade de pommes de terre de Diane. Oliver, maintenant un enthousiaste complet de la magie, essayait de montrer un nouveau tour de cartes à Zach et Maya, qui jouaient le jeu avec des gémissements de plaisir. Mon père et Diane riaient de quelque chose au comptoir de la cuisine. Leur affection facile, un réconfort silencieux et constant. Ma grand-mère était dans une conversation profonde avec James, mon grand-père. Ils ne se tenaient pas la main, mais ils pouvaient finalement s'asseoir ensemble et parler du passé sans les fantômes de colère et de regret debout entre eux. J'étais assis sur les marches du porche, une bouteille froide de soda dans la main, juste à regarder tout. Un sentiment de paix profonde me submergea, un sentiment que je n'avais pas pensé possible il y a 2 ans quand mon monde implosait. Nous avions traversé un enfer que je ne souhaiterais à personne, mais nous en étions sortis de l'autre côté, non seulement intacts, mais plus forts, plus authentiques. Nous avions reforgé notre famille dans les feux de la trahison et émergé avec quelque chose de genuine, quelque chose de réel, quelque chose de gagné. Mon grand-père sortit et s'assit sur la marche à côté de moi. Nous regardâmes Oliver finalement réussir son tour, et nous souriâmes tous les deux. « Tu as fait quelque chose de bien ici, Ethan, dit-il doucement, regardant le chaos heureux. Nous avons tous fait, le corrigeai-je. Oui, fut-il d'accord, mais tu as été le catalyseur. Tu as eu le courage de te lever quand il aurait été tellement plus facile de simplement partir. Il s'éclaircit la gorge. J'ai parlé avec Eleanor. Nous vieillissons, et il est temps de penser à l'héritage, pas seulement l'entreprise. Nous voulons faire quelque chose de significatif, quelque chose pour s'assurer que l'expérience douloureuse de notre famille puisse aider les autres. Il me raconta leur plan. Il semait une nouvelle organisation à but non lucratif, la Fondation Parker Winters, dédiée à fournir une aide légale pro bono et un soutien émotionnel pour les victimes d'abus financiers et de fraudes familiales sophistiquées. Il voulait que je sois membre du conseil d'administration. C'était une idée parfaite et belle,
transformer notre douleur en but, construire un héritage non pas de richesse, mais de protection, utiliser notre force pour protéger ceux qui étaient encore dans la position vulnérable où nous avions été autrefois. Plus tard ce soir-là, alors que je me préparais à partir, mon téléphone vibra dans ma poche. Je le sortis, m'attendant à un texto de Maya, mais c'était un numéro inconnu. Mon cœur fit un serrement familier et douloureux quand je lus les premiers mots de l'aperçu du message. Ethan, c'est maman. Je me figeai, debout dans l'allée. C'était la première fois qu'elle avait essayé de me contacter en plus de 2 ans. J'ouvris le message. Il était long, un monologue divagant de plusieurs paragraphes. Il était rempli d'excuses, avec un récit d'apitoiement sur soi. Elle dit qu'elle était en thérapie, qu'elle comprenait finalement la profondeur des dégâts qu'elle avait causés. Elle termina avec un appel désespéré et plein d'espoir. Peux-tu trouver dans ton cœur de me pardonner? Je veux juste parler à mon fils à nouveau. Il y a 2 ans, ce message m'aurait déchiré, m'aurait rempli d'un mélange confus de colère et d'obligation. Ce soir, je le lus et je me sentis juste fatigué. Je pensais à l'homme que mon père était devenu, heureux et respecté. Je pensais au garçon joyeux et sécurisé qu'Oliver grandissait pour être. Je pensais à l'amour honnête et supportif que je partageais avec Maya. Je pensais à la forteresse d'une famille que nous avions tous construite ensemble. Nous avions avancé. Nous avions guéri. Ces fantômes n'étaient plus les bienvenus ici. Je regardai le message texte une dernière fois. Puis, d'une main ferme, j'appuyai et maintins l'écran. Un petit menu apparut. Je touchai l'option qui disait « Bloquer le numéro ». Puis je touchai « Supprimer la conversation ». Je pris une profonde inspiration de l'air frais de la nuit, l'arôme de jasmin du jardin de Diane remplissant mes poumons. Je montai dans ma voiture, laissant le dernier fantôme du passé derrière moi, et conduisis vers mon avenir. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a résonné avec vous d'une certaine façon.